Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo parce que j'ai été débordée en cette fin d'année, enfin depuis l'été en fait, j'ai été débordée avec mon cabinet, les consultations, toute la paperasse qui est beaucoup moins intéressante à faire, mes universités d'été, les formations, bref, je n'ai pas eu le temps de filmer. J'ai écrit quelques articles, j'ai fait quelques podcasts, mais ça a été vraiment très léger parce que j'ai tout simplement pas eu le temps, ou peut-être que je me suis aussi mal organisée, je ne sais pas. Bon, l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Je n'ai pas filmé depuis longtemps et d'ailleurs ça me fait extrêmement bizarre de filmer, de refilmer à nouveau. J'ai l'impression que l'exercice me plaît de moins en moins, que je préfère faire des podcasts et écrire plutôt que de filmer ou de vous publier des petites photos, des petites choses sur Instagram, puisque j'ai un nouveau compte sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos, c'est @dr_annapotter, où vous retrouverez régulièrement ce que j'ai appelé le hashtag la minute micronute. Je vous partage des petites réflexions, des petites choses que j'apprends ou que j'ai apprises d'ailleurs sur la micronutrition et la médecine nutritionnelle fonctionnelle et la psychonutrition. Alors pourquoi cette vidéo? Le titre vous parle de résolution. Il y a énormément de vidéos sur les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Finalement, chaque fin d'année ressortent les mêmes vidéos et souvent avec les mêmes résolutions. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur mes résolutions pour 2018 parce que je pense pas que ma vie soit suffisamment intéressante pour que je vous parle de ça à l'heure actuelle. Mais ce que je voulais... ces vidéos m'ont inspiré une idée, un thème, en tout cas ce que j'ai fait en cette fin d'année avec les patients que j'ai suivis en 2017, que j'ai commencé à suivre en 2017 et même une partie de ceux que j'ai suivis avant, mais quand même plutôt sur les derniers patients que j'ai eu en milieu d'année, fin d'année. Je leur ai demandé de me préparer une liste des choses qu'ils avaient réussi à mettre en place depuis qu'on avait commencé ensemble notre suivi, des choses qu'ils faisaient qu'ils ne font plus grâce au suivi qu'on a mis en place. Bref, faire un petit peu un état des lieux du chemin accompli et parcouru ensemble. Et du coup, en regardant, en me replongeant dans le thème des résolutions pour la nouvelle année, je me suis quand même rendu compte que la résolution numéro 1, surtout des femmes, mais de plus en plus des hommes, c'est de perdre du poids. C'est la perte de poids, c'est perdre quelques kilos, c'est perdre des dizaines de kilos, c'est se sentir mieux dans son corps, mais vraiment l'intitulé qui revient le plus souvent, c'est perdre du poids. Et pour pouvoir perdre du poids, ce qui arrive juste après, c'est faire du sport, ou se remettre au sport, ou faire plus de sport, et manger plus sainement ou se mettre au régime pour celles qui osent encore employer ce terme régime, faire un rééquilibrage alimentaire, manger plus équilibré. Donc c'est ce qui revient régulièrement. Et moi j'avais envie dans cette vidéo de revenir sur la motivation qui va vous pousser à perdre du poids. Alors dans un premier temps, je vais vous remettre en lien, en barre d'infos, la vidéo que j'avais faite sur la motivation, alors pas avec des phrases un petit peu des croyances populaires, des phrases un petit peu qu'on retrouve partout, no pain, no gain, quand on veut, on peut. Loin de là, je vous ai partagé l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin, où on parle de motivation primaire, de motivation secondaire. Je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Je ne veux pas vous en parler aujourd'hui, sinon la vidéo va durer trop longtemps, donc je vous invite à regarder cette vidéo si le thème des motivations vous intéresse particulièrement. Mais moi je voulais revenir sur un point capital, c'est que pour pouvoir perdre du poids, il faut avoir une motivation, certes, mais il faut surtout avoir une bonne motivation. Et la plupart du temps, lorsque j'interroge mes patients sur leur motivation, donc la plupart du temps, le motif de consultation, c'est la perte de poids. Mais souvent, le motif, malheureusement, alors après quelques séances, les motifs changent, mais souvent c'est parce que l'année prochaine, en 2018, j'ai un mariage, ou je me marie en 2018, ou j'ai ma remise de diplôme, ou je pars en vacances au bord de la mer et j'aimerais me sentir bien en maillot de bain, ou encore des personnes qui ont des souhaits un petit peu plus profonds, ou que leur poids leur pose un problème, c'est-à-dire que ça les bloque dans leur vie privée notamment. Tant que j'ai pas perdu mes 10 kilos, je vais pas pouvoir me mettre en couple, je ne trouverai jamais personne. Donc je ne dis pas que
tous ces objectifs ne sont pas légitimes et louables, bien au contraire. C'est normal de vouloir se sentir bien dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle aussi. Certains disent tant que je n'aurais pas atteint mon poids idéal, je ne trouverai pas le job de rêve, je me sentirai pas bien en public pour pouvoir faire, je sais pas, telle ou telle intervention. Donc c'est tout à fait louable hein, d'avoir ce type d'objectif, de se sentir bien dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Mais en aucun cas vous devez dealer, je dirais, faire un espèce de marchandage comme ça avec la vie, en lui disant mais écoute, je vais perdre du poids, mais je perds du poids parce que quand j'aurai perdu mes 10 kilos, je vais rencontrer l'homme idéal, ou je vais avoir le boulot de mes rêves, ou je vais pouvoir me sentir bien en société, ou je vais pouvoir me remettre à faire telle ou telle chose que je ne faisais plus. Alors oui, parfois perdre du poids, ça va être l'élément déclencheur qui va vous permettre de remettre un pied à l'étrier et de changer complètement votre façon de vivre, mais en aucun cas vous pouvez demander à la vie de vous apporter ce que vous souhaitez, juste parce que vous aurez perdu ces quelques kilos ou ces dizaines de kilos qui vous handicapent au quotidien. La seule motivation réellement valable qui pourrait vous permettre de perdre du poids de manière durable et atteindre un poids santé, c'est justement celle d'être en bonne santé. C'est celle d'atteindre un état de santé optimal. C'est celle de vous dire qu'en perdant du poids, je vais me permettre de gagner plusieurs dizaines d'années de vie en bonne santé. Ça va me permettre d'éviter de développer une maladie cardiovasculaire, une maladie cardio-métabolique et de vivre le plus longtemps possible, de pouvoir profiter de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, de mes petits-enfants, en ayant toutes mes capacités physiques et psychiques. Donc ça, c'était vraiment un point important. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans vos résolutions pour la nouvelle année, vous souhaitez perdre du poids? Et je vous invite vraiment à prendre du recul. Et bien évidemment, hein, certaines personnes vont vous dire, moi je souhaite perdre du poids pour être en bonne santé, mais demandez-vous si c'est pas, si vous êtes réellement sincère quand vous parlez de cette raison, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie derrière tout ça, parce que si votre objectif principal n'est pas d'être en bonne santé, vous aurez du mal à l'atteindre et surtout à le maintenir sur le long terme. Et il y a une énorme différence entre vouloir bien manger pour être en bonne santé. Alors il y a des dérives aujourd'hui parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, il y a des vagues de modèles alimentaires qui sont complètement gouroutisés par des ayatollahs de la nutrition, de l'alimentation, qui n'ont aucune compétence médicale et scientifique et qui prônent des modèles alimentaires qui sont restrictifs, qui comprennent de nombreuses évictions et du coup sont nés de très nombreux je dirais de très nombreuses modes alimentaires qui ont poussé certaines personnes. Je sais que beaucoup de jeunes filles sont malheureusement de plus en plus soumises à l'anorexie, mais il y a une nouvelle pathologie qui découle de ces modes alimentaires, de ces façons de penser très rigides qui ne sont pas validées scientifiquement, c'est l'orthorexie. C'est-à-dire que je vais faire extrêmement attention à ce que je mange parce que j'ai peur de tomber malade si il m'arrivait de manger tel ou tel aliment qui ne correspond pas à l'idée que je me suis faite d'une alimentation santé. Et l'orthorexie, il y en a de plus en plus. Et l'orthorexie mène finalement à la sous-nutrition, au problème ce n'est pas la même pathologie, c'est pas les mêmes substrats que l'anorexie, mais au final les conséquences sont quasiment sont proches, c'est-à-dire qu'on en arrive à réduire drastiquement les aliments qu'on s'autorise à manger et on se retrouve avec des statuts micronutritionnels qui sont vraiment très déficitaires voire carencés et avec des personnes qui n'ont plus du tout la liberté de manger ce dont elles ont vraiment besoin. Donc cette pathologie est très spécifique et on en retrouve de plus en plus. J'en ai quelques-unes dans ma consultation, moins que des patientes anorexiques, je suis quand même pas mal de patientes anorexiques, donc c'est pas du tout le même substrat psychologique et physiologique, mais mine de rien, les conséquences sont... Il y a des conséquences communes, on va dire, à cette pathologie. Donc vouloir bien manger pour être en bonne santé, c'est une... Comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure des motivations, mais attention à ne pas basculer dans les extrêmes, donc de l'orthorexie. Par contre, vouloir changer son modèle alimentaire et bien manger pour perdre du poids, dans le but de perdre du poids, et fonctionner sur le mode ce que j'ai le droit de manger parce que ça permet de perdre du poids, est-ce que je n'ai pas le droit de manger parce que ça fait grossir, ça c'est ce qu'on appelle de la restriction cognitive, et ce n'est absolument pas quelque chose qu'il faut encourager. Et là je peux vous l'assurer, si je ressors les statistiques de ma patientèle,
80%, voire 90% des patients que je commence à suivre sont en restriction cognitive, plus ou moins sévère, mais la plupart sont en restriction cognitive. C'est-à-dire que vous allez prendre le contrôle mental de votre comportement alimentaire, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger, dans le but de perdre du poids. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter le plus possible. Pourquoi? Parce que si vous partez avec cet état d'esprit, vous allez passer votre année 2018 au régime, même si certains appellent ça rééquilibrage alimentaire, même si certains se mettent à faire du Weight Watchers où on vous prône la liberté de manger, ce qui n'est absolument pas le cas puisqu'on est dans un mode de comptage de points, ça n'a rien à voir avec une liberté de manger, avec une alimentation physiologique et naturelle. Donc c'est ce que je vous déconseille le plus possible, encore faut-il savoir que l'on est en restriction cognitive. Maintenant, si vous êtes avec une bonne motivation, c'est-à-dire je souhaite être en bonne santé, l'idée, ça serait de savoir, plutôt que est-ce que cette année, mon but est de perdre du poids, de perdre quelques kilos, ou est-ce que cette année, mon but est finalement de me réconcilier avec mon alimentation, que l'alimentation ne soit plus au cœur de mes préoccupations, que je n'accorde pas une importance excessive à la manière dont je mange. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est plus important de retrouver une liberté de manger, un confort, un apaisement vis-à-vis de son alimentation que de perdre peut-être quelques 2, 3, 4 kilos. Ça, c'est un point qui est capital pour moi et c'est ce que j'essaye d'apporter à mes patients qui consultent spécifiquement pour des troubles du comportement alimentaire, qui n'ont pas forcément des problèmes de poids, qui ne sont pas forcément en surpoids ou en obésité, mais qui sont en conflit permanent avec leur alimentation, et cela gâche leur vie. Alors, est-ce que vous avez envie que votre année 2018 soit ponctuée de régime, de rééquilibrage alimentaire, appelez ça comme vous voulez, de prise de poids et de perte de poids et d'effet yo-yo, et finalement de vous retrouver en permanence dans cette espèce de prison mentale où vous ne vous sentez absolument pas libre de manger comme vous voulez, comme vous en avez vraiment envie, intrinsèquement? Moi, personnellement, j'ai abandonné cette idée depuis quelques années et je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui et beaucoup mieux, que ce soit physiquement ou psychiquement. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Et ce que je voulais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est justement de prendre conscience de ce phénomène de restriction cognitive et d'essayer de voir est-ce que vous seriez vous-même concerné par ce problème de prison mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mangez librement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en accord et en paix avec votre alimentation? Est-ce que vous êtes un mangeur, ce que j'appelle moi un mangeur sain? Et du coup, j'ai fait une petite to-do list du mangeur sain que je vais remettre à mes nouveaux patients en début d'année 2018. Et l'idée, c'est toujours de se dire, pour pouvoir changer un comportement, il faut déjà savoir quelles sont les choses à changer, quelles sont les choses que j'ai acquis et qui fonctionnent bien pour moi et quelles sont celles sur lesquelles il me reste à travailler. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire des bilans un petit peu de temps en temps pour voir quel est le chemin parcouru et quel est celui qui reste à parcourir. Et l'idée, c'est de se dire, au lieu de partir sur cette nouvelle année avec cet objectif de perdre 5 kilos et d'en reprendre 10 au milieu de l'année, ça serait plutôt de se dire aujourd'hui, est-ce que j'ai une alimentation, est-ce que je me comporte comme un mangeur sain? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les points sur lesquels je vais pouvoir travailler? Et vous pourrez les travailler seul ou accompagné. Il y a de plus en plus de professionnels de santé et de la nutrition qui travaillent sur ces thèmes, sur cette approche, on va dire, plus intégrative et qui pourront vous aider à valider toutes ces étapes. Donc le premier point, c'est de vous demander, posez-vous la question et essayez d'y répondre de la manière la plus sincère possible. Est-ce que la plupart du temps, alors si on devait mettre des pourcentages, je dirais 80 à 90% du temps, je mange lorsque j'ai une faim physique, une sensation de faim physique. Et ça, c'est un point qui est très important et je suis systématiquement étonnée de voir que lorsque je pose cette question à mes patients, ils ne savent pas ce que c'est que la faim physique, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui déclenche leur sensation de faim et finalement, qu'est-ce que c'est que manger en ayant une vraie faim, une bonne faim, une faim physique. Et ça, c'est un point super important, c'est le premier point, je pense, capital, c'est savoir est-ce que lorsque vous mangez, la plupart du temps, vous mangez parce que vous avez cette sensation de faim physique. Est-ce que vous savez repérer quels sont les signaux physiques qui vous signalent que c'est le moment de manger? Et donc, encore une fois, on est très très loin du contrôle mental. Ma tête me dit qu'il faut prendre un petit déjeuner, ma tête me dit qu'il ne faut pas sauter de repas, ma tête me dit qu'il ne faut pas grignoter entre les repas, ma tête me dit qu'il faut manger toutes les 4 heures. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Est-ce que je sais repérer mes sensations de faim physique? Et est-ce que lorsque je mange avec cette faim physique?
Le deuxième point, donc ça c'est plus un point, c'est un point que j'aborde énormément, je réserve une consultation à ce sujet particulièrement avec mes patients, donc peut-être que ça ne vous parlera pas. Néanmoins, si vous avez déjà entendu parler ou lu quelques ouvrages d'alimentation de pleine conscience, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un concept qui a été créé par le docteur Jan Chosenbe, qui est les 7 types de faim. Donc l'idée, moi je fais découvrir les 7 types de faim à chacun de mes patients, on fait des expérimentations ensemble, on déguste, et l'idée c'est de savoir reconnaître ces différents types de faim et de savoir finalement qui vous fait manger. Est-ce que c'est votre tête qui vous fait manger? Est-ce que c'est votre cœur qui vous fait manger? Vos émotions douloureuses ou agréables? Est-ce que c'est votre estomac qui vous fait manger? Vos yeux, votre nez? Bref, savoir qui vous fait manger. Qui en vous déclenche cet acte alimentaire. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important. Le troisième point, est-ce que vous savez suivre l'évolution de votre faim physique? Je vous ai parlé de cette fameuse faim physique. L'idée, c'est que la faim physique est un phénomène qui est dynamique et on ne passe pas d'un état de satiété totale, de rassasiement total, à une faim, une grande faim, d'une minute à l'autre. C'est un phénomène qui va évoluer de manière progressive. Et l'idée, c'est de savoir repérer. C'est aussi un point sur lequel je consacre une consultation entière, savoir repérer les différentes intensités de la faim physique et vous dire que finalement, si je sais repérer cette évolution, je saurai manger au bon moment et je ne me laisserai pas embarquer vers ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le grand méchant loup, la grande faim, qui pourrait vous faire n'importe quoi, perdre complètement le contrôle. Donc ça c'est un point qui est vraiment important. Est-ce que j'arrive à m'écouter tout au long de la journée et repérer cette évolution de la faim pour pouvoir la satisfaire au bon moment? Point vraiment super important. Quatrième point qui est capital, alors là j'y consacre plusieurs séances parce que pour moi c'est un point indispensable qui a complètement révolutionné la manière dont j'ai conçu la prise en charge de mes patients qui ont des troubles du comportement alimentaire ou des problèmes tout simplement avec leur alimentation. C'est ce que vous mangez en pleine conscience. Est-ce que lorsque vous mangez, vous êtes bien là, dans l'instant présent? Physiquement, certes, vous êtes là, mais est-ce que psychiquement, vous êtes là? Est-ce que votre esprit est bien présent? Est-ce que votre esprit, votre conscience est portée? Vos 5 sens sont stimulés lorsque vous êtes en train de manger, ou est-ce que vous êtes en train d'écouter votre radio critique, votre radio pensée automatique permanente qui vous fait complètement passer à côté de votre repas? Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important. Vous retrouverez plein d'ouvrages grand public qui sont orientés alimentation de pleine conscience, dégustation. Moi je pense que c'est un exercice que je vais faire à la 2e ou la 3e consultation, tout dépend du patient. Je reste quand même assez souple sur le mode de prise en charge dans le protocole que j'ai créé, et on fait systématiquement des dégustations de pleine conscience parce que le but c'est de faire prendre conscience à chaque individu que manger en pleine conscience, ça permet finalement de multiplier, d'exacerber cette expérience multisensorielle qu'est manger, et ça nous permet finalement d'apprendre à manger la juste quantité parce qu'on est pleinement satisfait de ce qu'on est en train de manger. Donc être pleinement présent, manger en pleine conscience, c'est pour moi un point qui est capital, et je vous invite à vous intéresser à l'alimentation de pleine conscience, à apprendre à déguster en pleine conscience et à débrancher parfois votre pilotage automatique et votre radio critique, autocritique qui est systématiquement présente, notamment lorsqu'on est en train de manger. 5e point, qui est un point qui est très délicat, qui n'est pas facile à mettre en place, c'est est-ce que je sais m'arrêter au bon moment? Est-ce que je sais m'arrêter de manger lorsque je n'ai plus faim? Est-ce que je sais qu'est-ce que c'est qu'être rassasié, atteindre la satiété? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de manger 10% de trop, 30% de trop? On a l'impression que c'est pas grand chose, mais au bout d'un an, c'est 2 ou 3 kilos en plus, et au bout de 10 ans, c'est une vingtaine de kilos en plus. Donc, c'est extrêmement important, à mon sens, de savoir repérer ces sensations de rassasiement, de satiété. Et est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous terminez vos repas, vous êtes systématiquement avec un inconfort physique ou psychique, avec cette impression d'avoir trop mangé? Si c'est le cas, c'est un point sur lequel il va falloir travailler, et c'est un point qui est compliqué à travailler. Pour le faire régulièrement, c'est un point qui est difficile à travailler, mais qui se travaille, bien évidemment. 6e point,
Si éventuellement vous faites un écart, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à repérer vos sensations de faim, vous n'arrivez pas à repérer vos sensations de satiété, et que vous vous retrouvez à manger plusieurs gâteaux, est-ce que vous avez justement votre radio autocritique qui se met à générer des pensées du type foutu pour foutu, laisse tomber, finis tout le paquet, et d'ailleurs finis même tout ce qu'il y a dans le placard, tu recommenceras lundi. Est-ce que vous avez ce type de pensées qui vous font faire encore plus tout et n'importe quoi et qui finalement vous rendent extrêmement coupable suite à cette crise hyperphagique? Ou au contraire, est-ce que vous êtes capable de vous dire j'ai dépassé ma satiété, j'ai mangé alors que j'avais pas faim, ce n'est pas grave, je vais juste attendre le retour de ma faim? Est-ce que vous êtes capable de faire ça ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt embarqué, hameçonné par vos pensées type foutu pour foutu, fini tout et puis on recommencera à serrer un petit peu le modèle alimentaire lundi. Autre critère du mangeur sain, c'est de savoir justement lorsque vous faites ces écarts, parce que vous avez été invité, parce que c'était les fêtes de fin d'année notamment, est-ce que systématiquement vous mettez en place par la suite ce qu'on appelle des comportements compensatoires? Je vais aller faire beaucoup plus de sport, je vais jeûner, je vais me priver, au pire je vais me faire vomir, je vais utiliser des laxatifs, des diurétiques. Est-ce que vous avez tendance à mettre en place ce type de comportement compensatoire lorsque vous avez des repas qui sont un peu plus importants pour telle ou telle raison, hein, il y a des raisons diverses et variées. Si vous mettez en place ces comportements compensatoires, et j'insiste, même lorsqu'on va courir 2 heures de plus ou faire du sport 2 heures de plus parce on a mangé un peu trop, c'est un comportement compensatoire. On a tendance à dire que le sport, c'est toujours un comportement sain, c'est toujours un comportement dans le sens de notre santé. Et ben non, le sport pratiqué de manière excessive, dans des conditions telles qu'un comportement compensatoire, ce n'est pas un comportement sain. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ancrer en vous parce qu'on a beaucoup de fausses idées sur la pratique du sport. Autre point, c'est cette idée que notre modèle alimentaire est un modèle qui est très flexible et qu'il est normal d'alterner des repas qui sont sains et des repas qui le sont un peu moins. Donc le mangeur sain, la plupart du temps, s'oriente vers des aliments qui sont dits des aliments santé. Qu'est-ce que c'est que des aliments santé? C'est des aliments qui ne sont pas des aliments industriels transformés, c'est des aliments qui sont consommés le plus proche possible de leur naturalité, qui sont denses en micronutriments et qui ne contiennent pas de calories vides. Donc manger bien évidemment des légumes, des fruits, des céréales complètes, de la bonne protéine animale, des protéines végétales, des produits laitiers de bonne qualité. Voilà, est-ce que la plupart du temps je m'oriente vers ce type de produits là, plus que au quotidien je mange des céréales industrielles transformées, de la junk food, voilà, et des plats préparés. Donc le mangeur sain, la plupart du temps, va s'orienter naturellement vers des aliments qui vont lui apporter les micronutriments dont son corps a besoin. Et encore une fois, il n'existe pas un modèle alimentaire santé, mais bien autant de modèles alimentaires santé qu'il y a de patients, d'individus, parce que vous n'aurez pas le même statut, par exemple en vitamine D que votre sœur, parce que vous aurez peut-être besoin de plus de protéines que votre voisine. Vous avez peut-être un problème d'insulino-résistance, il va vous falloir un petit peu plus de CROP. Donc encore une fois, ce modèle alimentaire santé, il doit être souple d'une part, et surtout, il doit être adapté, individualisé, personnalisé à votre propre situation. Et seule la biologie d'investigation va nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour atteindre un état de santé optimal. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Le 9e point, qui est un petit peu le corollaire du 8e, c'est que le modèle est souple, ce qui veut dire que je suis capable de temps en temps de manger des aliments qui sortent du modèle alimentaire santé et de n'éprouver aucune culpabilité, de ne pas me sentir angoissée à l'idée de prendre du poids, de ne pas me sentir coupable et de ne pas mettre en place des comportements compensatoires type sport intensif, jeûne, purge ou autre. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Dans notre modèle alimentaire, on doit avoir des périodes où on mange santé et des périodes, par exemple la période des fêtes, où on va manger des aliments que l'on ne mange pas au quotidien. Je ne vais pas manger des marrons glacés au quotidien. Non, je mange pendant les fêtes de fin d'année. Et je n'éprouve aucune culpabilité. Et encore une fois, vous voyez cette notion de liberté qui ressort. 10e point, qui est un point vraiment très important et sans doute le plus difficile à travailler, c'est un point qui est très difficile à travailler, c'est le point qui pose, je pense, le plus de problèmes, c'est cette notion d'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que lorsque je repère que ce qui me fait manger, ce sont mes émotions, qu'elles soient douloureuses ou agréables, mais la plupart du temps, ce sont des émotions désagréables, le stress, la peur, l'anxiété, la colère, l'ennui, que sais-je, sensations ou émotions désagréables.
Je sais repérer d'une part que c'est une faim émotionnelle, que c'est pour ça que j'ai envie de manger, et je sais la satisfaire correctement. La satisfaire correctement, ça demande beaucoup de travail. Le mieux, c'est de savoir la satisfaire autrement qu'en mangeant. Ça s'apprend, hein. Moi j'utilise pas mal d'outils qui permettent justement de mettre en place des comportements autres que celui de manger lorsqu'on a une faim émotionnelle, mais c'est aussi de savoir se réconforter en mangeant. Et bien évidemment, ça s'apprend. Apprendre à se réconforter en mangeant, l'alimentation a ce rôle réconfortant et il faut apprendre à le faire. Moi j'ai une séance spécifique sur apprendre à se réconforter en mangeant et également apprendre à se réconforter autrement qu'en mangeant. Et ça c'est un point qui est capital. Pourquoi? Parce que notre vie, nous sommes des êtres humains et donc nous allons être amenés au cours de notre vie à éprouver des émotions certes agréables mais aussi parfois désagréables. On va avoir des périodes d'ailleurs où on va éprouver beaucoup d'émotions désagréables. Et si systématiquement lorsqu'on a des émotions désagréables, on a cette faim émotionnelle qui est incontrôlable et qui nous fait nous empiffrer, nous goinfrer, avaler, tout ce que vous voulez, des aliments de manière complètement inadaptée, incohérente, et ce, sans la pleine conscience, forcément, on finira par avoir des problèmes de poids et au-delà, des problèmes de santé. Donc c'est un point qui est capital. Est-ce qu'aujourd'hui vous savez gérer votre faim émotionnelle? Est-ce que vous savez y répondre correctement? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place des comportements qui vous permettent de satisfaire, de tamponner cette faim émotionnelle? Donc voilà ma to-do list du mangeur sain. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 10 items? Est-ce que vous savez que vous êtes capable de les mettre en place? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pensez ne pas être au point justement? Je vous invite à les travailler. Ceux que vous avez validés, gardez-les bien en tête, vous pouvez vous les noter d'ailleurs. Sur le blog, je pense que je vous mettrai la to-do list accessible sur le blog dans l'onglet articles, je vous mettrai ça en psychonutrition, la to-do list du mangeur sain. Et je vous invite pour 2018, au lieu de vous lancer dans un énième régime, au lieu de vous donner comme objectif de perdre 2-3 kilos, une dizaine de kilos, plutôt de valider cette to-do list. Pas après pas, soit tout seul, soit en vous faisant accompagner. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont formés à ces techniques de psychonutrition. Moi, pour ma part, j'ai été formée dans différentes écoles. J'ai donc regroupé tous les outils que j'ai appris. Je les ai personnalisés, je les ai façonnés et j'ai créé mon propre protocole qui dure 3 mois. Mais en général, il dure quand même un petit peu plus longtemps. Mais c'est un protocole qui dure 3 mois et qui me permet de valider étape par étape chacun de ces points en utilisant des outils adaptés à chaque patient. Vous n'aurez pas les mêmes difficultés que votre voisine ou que votre sœur. Donc le but c'est d'être souple et de trouver les outils qui vous correspondent. Apprendre à mieux gérer vos émotions, vos pensées, apprendre à repérer tout ce qui se passe dans votre tête, apprendre à repérer votre faim physique. Et je pense que c'est vraiment capital pour moi pour retrouver cette liberté de manger. Donc je vous invite vraiment à ne pas vous donner comme nouvelle résolution de perdre du poids pour cette nouvelle année, mais plutôt à retrouver cette liberté de manger. Vous vous sentirez tellement mieux et vous ne passerez pas votre année à vous mettre au régime, à avoir des périodes d'hyper-contrôle et de perte de contrôle, d'effet yo-yo. Vous allez vous retrouver tout simplement avec vous-même, reconnecter votre corps et votre tête, vous réconcilier avec votre cœur et je peux vous assurer, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette nouvelle année 2018. Vous retrouvez encore une fois la to-do list sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Essayez de le faire tout seul, essayez d'acheter des ouvrages grand public peut-être pour vous donner des pistes ou si vous pouvez faites-vous accompagner. Moi pour ma part c'est sûr que ce protocole n'est pas accessible à tout le monde parce que forcément quand vous consultez un thérapeute une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pendant 1 heure, c'est un investissement financier qui est conséquent, mais je suis en train de réfléchir sur un guide que je pourrais créer où je regrouperai justement ce protocole au format écrit. Ça sera certes beaucoup moins bien que de consulter parce que ça ne sera pas individualisé. On ne pourra pas l'adapter à votre propre problématique, à ce qui se passe pour vous dans la semaine, les difficultés que vous avez eues. Mais au moins ça pourrait être une première approche, un premier guide pour pouvoir vous aider à mettre un pied à l'étrier et vous sortir de ce cercle vicieux de la restriction cognitive et des régimes. Je vais envisager de le faire pour le premier trimestre 2018, voir si j'ai un élan de motivation mais surtout une meilleure organisation. Peut-être que je pourrais vous le sortir pour le mois de janvier 2018. Rien n'est moins sûr. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2018, de mettre en place
d'avoir comme résolution de vous réconcilier définitivement avec votre alimentation et de retrouver un comportement alimentaire sain, que vous ayez des problèmes de poids ou pas, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de problème de poids et ont pourtant tellement de souffrances liées à l'alimentation qu'elles sont tout aussi en danger et ont tout autant besoin d'aide que des personnes qui sont en surpoids ou en obésité, en sachant qu'il y a des personnes qui sont obèses mais qui sont des obèses métaboliquement sains et pour lesquelles on n'a pas besoin de faire perdre du poids, bien au contraire. Donc il faut se méfier des apparences, il faut faire des interrogatoires cliniques précis pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Donc je vous invite en commentaire à me dire sur ces 10 items quels sont ceux que vous avez validés, quels sont ceux qui sont acquis pour vous et quels sont ceux sur lesquels vous allez devoir travailler pour cette année 2018. L'idéal est quand même de savoir valider les 10 items pour être sûr d'avoir un comportement de mangeur sain. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve en 2018 pour d'autres vidéos sur le thème de la micronutrition, de la psychonutrition et un peu de lifestyle, parce que je pense quand même vous partager les choses qui me plaisent au quotidien et qui m'apportent un petit peu de bonheur. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!